Si vous avez suivi les différents déguisements successifs de Joulani, Joulani maintenant apparaît un peu avec le même t-shirt que Zelensky. La ville de Damas a été libérée. Le régime du tyran Bachar al-Assad a été renversé. 8 décembre 2024. Des statues à l'effigie du clan al-Assad chutent partout en Syrie. Cette entrée dans la capitale marque la fin d'une offensive éclair amorcée le 27 novembre. Qu'est-ce qui s'est passé en Syrie ? Depuis 2 jours, je reçois un certain nombre de commentaires me demandant de parler de la Syrie. Et ce qui s'est passé est beaucoup plus grave que ce que j'aurais imaginé. En fait, la CIA vient de mettre très mal la Russie. Parce qu'après plusieurs tentatives, elle a détruit le contrôle géopolitique de la Russie sur le pays. Et pire que ça, la CIA fait passer un message fort, très violent aux alliés de la Russie, disant que la Russie ne peut pas les protéger. Et pour un rappel mémoire dans le temps, c'est exactement ce qui est arrivé à la Libye de Kadhafi. Exactement la même chose vient d'arriver à la Syrie. D'ailleurs, Nathalie Yam a fait un post par rapport à ça. Ceux qui célèbrent la chute de Bachar al-Assad sont les mêmes qui ont célébré la chute de Muammar Kadhafi et de Saddam Hussein. On a vu où cela a mené. C'est exactement la même chose ici. Ne vous dites pas qu'il y a un élément différent. Non, c'est la même chose. Celui qui a pris le pouvoir en Syrie là, hier était qualifié de terreau. Aujourd'hui, il est glorifié comme un saint libérateur. Depuis 2011, Bachar al-Assad était sous la protection de Poutine et il servait d'exemple à ceux qui voulaient quitter l'influence occidentale pour se mettre du côté des BRICS. Cet acte en Syrie aura beaucoup de conséquences. Espérons juste que ça ne détruise pas la confiance de certains. Et qui, parce qu'ils auront peur, vont retourner à l'axe occidental. Non, ce n'est justement pas le moment de le faire. Jusqu'à présent, une analyse géopolitique plausible considérait que le Moyen-Orient et l'Ukraine constituaient 2 axes essentiels dans la stratégie de l'hégémonie américaine, consistant simplement à alimenter des conflits interminables. Aujourd'hui, ces 2 théâtres sont fusionnés dans une guerre totale. Nous avons une alliance composée de néoconservateurs soumis aux États-Unis, de sionistes radicaux à Tel Aviv et de fonctionnaires ukrainiens marqués par un nationalisme extrême, à l'exemple du nationalisme du moustachu de la Seconde Guerre mondiale. Et le tout mise sur une confrontation finale, avec pour objectif l'expansion territoriale et des provocations d'ampleur apocalyptique. Face à cette dynamique de guerre donc, il y a 2 membres majeurs des BRICS, la Russie et l'Iran, qui forment un obstacle stratégique. La Chine, quant à elle, se positionne en tant qu'observateur attentif, fidèle à son idéal d'une communauté d'avenir partagée pour l'humanité. Conscient qu'à terme, l'hégémonie occidentale va tourner sous offensive existentielle contre la Chine, Pékin décide donc de rester en retrait pour l'instant. Est-ce que c'est le meilleur choix? En attendant, la Russie et l'Iran doivent se préparer à une guerre totale. Car c'est précisément ce que leur adversaire prépare. C'est exactement ce que l'Occident veut. La déstabilisation de la Syrie orchestrée par la CIA et le MI6 vise à fragiliser les BRICS et leurs projets stratégiques dans leur ensemble. Cela s'accompagne du retrait de l'Arménie de l'Organisation du traité de la sécurité collective, en abrégé OTSC. C'est une alliance militaire née en 2002, regroupant plusieurs anciennes républiques soviétiques autour de la Russie. Donc, ils veulent que l'Arménie quitte l'OTSC en suivant la promesse américaine. Quelle promesse? Un soutien total en cas de conflit avec l'Azerbaïdjan, le fait que les États-Unis vont mettre la pression sur l'Inde pour pouvoir intensifier ces tensions avec le Pakistan, et un harcèlement systématique de l'Iran maintenant. Voilà la promesse que les États-Unis font. Ces actions ciblent également le corridor international du transport nord-sud, en abrégé INSTC. C'est un projet clé reliant la Russie, l'Iran et l'Inde, qui pourrait surpasser certains axes d'initiatives chinoises comme Belt and Road en termes d'efficacité stratégique pure. Dans un contexte de conflit direct entre les États-Unis / Israël, donc les États-Unis, Israël et l'Iran, le détroit d'Ormuz pourrait être bloqué, ce qui va entraîner un effondrement complet du système financier occidental qui est actuellement déjà fragilisé par plein de dérivés spéculatifs. La Turquie d'Erdogan vacille aussi comme ça entre une posture de soutien à une Palestine libre et le financement discret de groupes djihadistes opérant depuis le nord de la Syrie, notamment avec l'appui d'Ukrainiens et d'armes financées par le Qatar. Ces mercenaires, s'ils étaient réellement motivés par des idéaux religieux, se battraient pour la Palestine et non pas contre la Syrie. On est au moins d'accord là-dessus. Israël a intensifié sa guerre indirecte contre la Syrie, cherchant à isoler le Hezbollah et à couper ses liens stratégiques avec Damas. Le Moyen-Orient est le théâtre de conflits perpétuels, alimentés par des intérêts nationaux, occidentaux, religieux et tribaux. La stratégie russe a permis de sécuriser certaines zones clés, dont la Syrie,
Mais les rebelles, appuyés par les services occidentaux, la CIA, ont gagné du terrain. La Syrie est aujourd'hui prise en étau, épuisée par des années de guerre, paralysée par des sanctions américaines et incapable de se reconstruire sans le retour de ces millions de citoyens exilés parce que les gens fuyaient la guerre. Face à ce genre de montée hégémonique, la montée hégémonique des États-Unis, là, il ne suffit pas de prêcher l'harmonie, non. Seule une résistance coordonnée, solide, débarrassée, déterminée et effacer des divisions internes, on va dire ça comme ça, peut permettre de leur tenir tête, peut permettre d'éradiquer le problème américain une fois pour toutes. Le ministère chinois des Affaires étrangères a affirmé dimanche suivre de près les événements en Syrie, tout en exprimant l'espoir d'un retour rapide à la stabilité. C'était dimanche. La situation a pris une tournure spectaculaire alors que les forces de l'opposition ont pris le contrôle de la chaîne de télévision nationale pour proclamer ce qu'elles qualifient la chute de Damas et la fin du régime du président Bachar al-Assad. Les rapports ont indiqué que quand les forces rebelles ont pénétré dans la capitale syrienne, Assad a quitté le pays, il a fui. Le gouvernement chinois tout de suite a activement décidé d'aider ses ressortissants qui souhaitaient quitter la Syrie, en veillant à ce que cela se fasse en toute sécurité et de manière organisée. Le bouleversement soudain de la situation a surpris le monde entier. Les pays voisins de la Syrie et les grandes puissances n'étaient manifestement pas préparés à une transition aussi brutale en Syrie. Le ministère russe des Affaires étrangères a pour sa part annoncé que Bachar al-Assad avait décidé de quitter la présidence et ordonné un transfert pacifique du pouvoir suite à des discussions avec divers acteurs du conflit. Ces déclarations ont été rapportées aussi dimanche dans un communiqué officiel. Nous sommes prêts à coopérer avec tout leadership choisi par le peuple syrien, en lui fournissant toute l'aide possible pour assurer un transfert sans encombre des différents dossiers gouvernementaux. Dans un autre développement, les combattants de l'opposition syrienne ont imposé un couvre-feu à Damas après avoir pris le contrôle de la capitale, ce qui a inévitablement provoqué l'effondrement du gouvernement Assad. Et malheureusement, l'exécution de plusieurs personnes. Là, sur X, j'ai vu comment on éliminait certaines personnes. Ah, c'était violent. Le ministère iranien des Affaires étrangères a réaffirmé que l'avenir de la Syrie doit être déterminé uniquement par son peuple, sachant très bien qui dirige derrière. Parce qu'il ne voulait pas l'intervention étrangère. Téhéran a souligné les relations historiques et amicales entre l'Iran et la Syrie, précisant que ces liens devaient se poursuivre malgré les bouleversements actuels. L'agence de presse irakienne a rapporté que l'ambassade irakienne à Damas a été évacuée et que pour l'instant son personnel a été relocalisé au Liban à la suite de la fermeture de la frontière irako-syrienne. Par ailleurs, l'ambassade irakienne à Damas a été attaquée par les membres du groupe rebelle Hayat Tahrir al-Sham, en abrégé HTS. Voilà. Désormais, simplement pour me faciliter, je dirais HTS. Face à l'urgence de la situation, il y a plusieurs pays, dont la Russie, l'Iran, la Turquie, l'Égypte, la Jordanie, l'Arabie Saoudite et le Qatar, qui ont publié une déclaration conjointe depuis Doha appelant à une solution pacifique pour pouvoir mettre fin au conflit syrien. Cette déclaration fait suite à une réunion organisée samedi entre le ministre des Affaires étrangères de la Russie, de la Turquie et de l'Iran, qui ont insisté sur la nécessité de mettre un terme à la guerre au plus vite. En 2012, Jabhat al-Nusra a été créé par l'État islamique en Irak et au Levant, avant de s'en séparer un an plus tard pour prêter allégeance à Al-Qaïda. En 2017, ce groupe a rompu ses liens avec Al-Qaïda et s'est allié à d'autres factions et adopté le nom de Hayat Tahrir al-Sham, le fameux HTS là. Et aujourd'hui, HTS contrôle la région d'Idlib et compterait environ 30 000 soldats. 30 000. Et il y a même une vidéo qui a été relayée par CNN qui montre le premier ministre syrien, Mohammad Ghazi al-Jalali, escorté par les forces de l'opposition vers un hôtel où il aurait déclaré son intention de remettre le pouvoir à un gouvernement de transition. Escorting Syria's prime minister reportedly to a hotel to officially hand over government authority. Shortly before that, the Prime Minister released this message. He said he was ready to work with new leadership. Nous sommes prêts à coopérer avec tout leadership choisi par le peuple syrien, en lui fournissant toute l'aide possible pour assurer un transfert sans encombre des différents dossiers gouvernementaux. On va faire comme s'il le fait volontairement, d'accord? Dans une interview avec une chaîne saoudienne, Jalali a indiqué avoir parlé pour la dernière fois avec Assad samedi. Al-Joulani, cette fois-ci, le chef de HTS, a interdit à ses forces de s'approcher des institutions publiques et d'utiliser leurs armes de manière imprudente. Ces bâtiments resteront sous supervision gouvernementale jusqu'à leur transition officielle, selon un communiqué de HTS. J'arrive pas à croire que ce sont des communiqués de groupes terroristes qui sont relayés autant comme ça dans les médias et voilà. Là, on ne crie pas.
C'est dimanche que les terreaux ont pris le contrôle des chaînes de télévision d'État. Et comme ils ont un porte-parole, parce que ça va jusque-là, il a annoncé la déclaration numéro 1 proclamant la chute de Damas et la fin du régime d'Assad. C'est-à-dire ceux qui étaient les terreaux aujourd'hui sont les gars de l'opposition. Même dans la formulation des mots, vous sentez qu'il y a un parti pris. La Syrie, exactement comme la Libye, va plonger dans des troubles qui vont durer, principalement en raison des intérêts divergents des forces armées locales et étrangères. Les tensions exacerbées par la présence des troupes américaines sur les infrastructures stratégiques compliquent encore plus la reconstruction économique du pays. Les États-Unis n'arrivent pas quelque part et l'endroit là se porte bien, jamais. C'est plus qu'un parasite. C'est même un virus à ce niveau. Les problèmes économiques ont affaibli les capacités militaires du gouvernement syrien, ce qui a facilité donc l'avancée des rebelles, ce qui a facilité l'avancée des terreaux. L'épuisement des alliés traditionnels d'Assad, tels que la Russie et l'Iran, en raison d'autres conflits régionaux, a également contribué à cette déstabilisation. C'était très bien pensé, trop bien orchestré. L'avenir de la Syrie, là maintenant, dépendra de la capacité des factions armées à parvenir à un accord politique. Et en cas d'échec, une nouvelle guerre civile est encore possible. Les gens vont encore se soulever, les armes seront encore prises. La coordination entre les grandes puissances et les acteurs régionaux comme les États-Unis, la Russie, l'Iran, la Turquie sera cruciale. Mais maintenant, est-ce que les États-Unis vont vouloir négocier? Que tout ça se produit aussi dans ce moment complètement ahurissant que nous avons aujourd'hui, où Donald Trump n'est pas président des États-Unis, que je sache, mais plus personne ne sait s'il y a quelqu'un qui s'appelle Biden. Tout est en train de se préparer. Aujourd'hui au Caire, oui. Le Hamas est en train de faire les listes d'otages pour les présenter dans la négociation. Et il y a d'autres groupes extrémistes qui pourraient tirer parti de tout ça pour pouvoir s'armer et encore mener des attaques à d'autres échelles et à d'autres endroits dans la région ou même à l'international. Après la chute du régime d'Assad, la Syrie reste un champ de bataille et les luttes de pouvoir s'intensifient. Les Kurdes, soutenus par les États-Unis, cherchent à se retirer du projet d'État syrien pour pouvoir renforcer leur autonomie. La Turquie, de son côté, s'efforce d'empêcher cette indépendance en soutenant des forces ayant contribué à la défaite d'Assad. Pour ce dernier, l'effondrement rapide du pouvoir a marqué une fin très brutale. L'effondrement du régime a été d'une rapidité surprenante. Dites-vous que la capitale s'est rendue peu après la chute d'Homs, sans résistance significative. Vraiment, c'est allé tellement vite. Abu Muhammad al-Joulani, c'est le leader des rebelles. Il ambitionne de contrôler l'ensemble du territoire syrien, tout en affirmant ne pas vouloir s'étendre au-delà des frontières, ni participer à une révolution islamique mondiale. Reste à savoir s'il parviendra à imposer son projet, qui a visiblement, avec l'aide de la CIA, supplanté celui de Assad. L'absence de tentative pour pouvoir sauver Assad reflète la rapidité et la surprenance, si je peux dire ça comme ça, de l'événement. Depuis le début de la guerre civile en 2011, la Russie et l'Iran ont sauvé Assad, tout en faisant en sorte de faire des interventions alignées sur leurs intérêts. Assad avait initialement survécu en assumant la viabilité d'un État basé sur certains principes, basé sur des principes déjà de multipolarité et j'en passe. Et en face, qu'est-ce qu'on avait? Des gens qu'on armait et à qui on demandait de déclarer des régimes islamistes. Les Alaouites, longtemps armés, ont pris le pouvoir grâce à l'armée qui leur a offert une ascension sociale d'une certaine manière. Ce coup d'état militaire a permis à Assad de s'imposer, mais le contrôle a toujours été contesté par les sunnites. Après un premier soulèvement islamiste dans les années 1970, la même dynamique s'est répétée en 2011, lors du printemps arabe. Bien que des acteurs internationaux comme les États-Unis et la Russie soient intervenus, l'élite alaouite a surtout compté sur des milices locales et des compagnies militaires privées pour pouvoir défendre leur régime. Cependant, et là on arrive à aujourd'hui, en 2024, tout a changé. Les élites syriennes, croyant leur victoire assurée, ont négligé les réformes de modernisation militaire soigneusement organisées par la CIA. C'est là que ça a commencé. L'économie paralysée par les sanctions américaines et les destructions liées à la guerre ont précipité l'effondrement du régime. Même les unités les plus prestigieuses comme la Tiger Force du dénommé Chouel al-Hassan se sont effondrées face à une offensive venue d'Iblib. Vous imaginez? Et à Iblib, Joulani, le chef des terreaux là, a consolidé son pouvoir en éliminant toutes les factions rivales. Je dis bien avec le soutien actif de la CIA. Très actif.
Dans la nuit d'hier, de lundi, le 9 décembre 2024, l'ambassadeur russe auprès des organisations internationales à Vienne a confirmé que Bachar al-Assad avait quitté la Syrie pour se réfugier à Moscou avec sa famille. Alors écoutez, c'est très court. Il y a une dépêche de l'agence TASS qui est tombée il y a quelques minutes qui disait que Bachar el-Assad était arrivé à Moscou avec sa famille, que la Russie lui avait octroyé l'asile et que Moscou avait obtenu des garanties sur la sécurité de ses bases militaires en Syrie, c'est-à-dire Tartous, sur le bord de la mer Méditerranée, qui est le seul port en eau profonde pour la flotte russe en Méditerranée, et puis sur la base aérienne de Khemim. On n'en sait pas plus pour l'instant concernant l'arrivée de Bachar el-Assad à Moscou. Mais l'information est confirmée effectivement par l'agence TASS. Là, ce que nous disent les médias d'État russes, c'est qu'il serait arrivé à Moscou. Oui, finalement, c'est les Russes qui ont décidé de s'occuper de lui. C'est depuis Moscou donc que Assad a annoncé sa démission et a appelé son gouvernement à organiser un transfert pacifique du pouvoir. Cette information a été relayée par le ministère russe des Affaires étrangères. Par ailleurs, il y a des sources au Kremlin qui ont révélé que des discussions avaient été engagées entre des représentants russes et des membres de l'opposition syrienne armée. Le chef du HTS, Abou Joulani, a assuré à la Russie que la sécurité des bases militaires et des ambassades russes en Syrie serait garantie. Sur les chaînes de télévision syriennes, Al-Joulani a promis de protéger les droits des minorités, notamment des chrétiens et des alaouites, et d'inclure leurs représentants dans le futur gouvernement collégial. Alors, est-ce qu'il va le faire? Est-ce que ce ne sera que des gens de façade? On n'en sait rien. Mais pendant ce temps, l'armée syrienne semble complètement dissoute et de nombreux soldats ont abandonné leur uniforme de l'armée et se sont dispersés un peu de partout. Et la situation reste tendue aux frontières syriennes où l'armée israélienne aurait entamé, parce qu'on ne les laisse pas respirer, des opérations pour sécuriser des zones limitrophes. Jusqu'à il y a des chars qui ont pénétré. Du côté des États-Unis, le secrétaire d'État Anthony Blinken a réagi en promettant des sanctions contre Assad et ses partisans, sans préciser les modalités des sanctions. Comme je dis, ceux-là, toujours le même mot, sanctions. Il a également exprimé sa confiance dans le respect des droits de l'homme par les nouvelles autorités syriennes. Une déclaration, et laissez-moi vous le dire, qui amène de très gros doutes parmi certains observateurs russes. Et comment ne pas douter? Le sénateur russe Alexei Pouchkov a critiqué les conditions chaotiques qui prévalent en Syrie après le départ d'Assad, évoquant des pillages, des pogroms et l'instauration de la charia dans plusieurs zones. Il a aussi exprimé son pessimisme quant à la stabilité du pays, évoquant des risques d'une guerre civile beaucoup plus prolongée. Exactement ce que je disais tout à l'heure. C'est beaucoup plus probable que ce conflit dure pendant très longtemps encore. Alors que les Kurdes dominent les champs pétroliers et disposent de ressources financières, les Alaouites et les chrétiens, bien qu'économiquement plus vulnérables, contrôlent tout de même l'industrie énergétique du pays, ce qui est une grosse force de négociation. L'idéologie du HTS qui aspire à recréer un État levant englobant la Syrie, Israël, le Liban et la Jordanie pourrait engendrer de nouvelles tensions, de nouvelles guerres et de nouveaux conflits. En revanche, les divisions internes exacerbées par différents moyens et idéologiques pourraient également paralyser le projet. Donc, comme on dit, ils ont créé une situation où tout part en couille, tout est embrouillé, tout est mélangé et il n'y a plus de direction claire. Parce que tout peut aller dans n'importe quelle direction à tout moment. Le niveau de désordre que les États-Unis ont mis là-bas, vous n'imaginez même pas. Pour finir ce sujet avec les plus bêtes gueulards, nous avons le président français Emmanuel Macron qui a salué la chute de Bachar el-Assad. Et il l'a salué malgré la prise au pouvoir à Damas par des groupes djihadistes salafistes. Et en parallèle, le conflit en Ukraine a facilité la circulation des armes en Europe. Ça veut dire quoi? Qu'il y a beaucoup d'armes qui peuvent tomber dans les mains des terroristes. Déjà que la circulation d'armes en Ukraine a fait en sorte qu'il y ait beaucoup d'armes qui tombent dans les mains des terroristes en Afrique, au Sahel. Vous imaginez au Moyen-Orient, nous avons là Emmanuel Macron qui fait la danse du ventre disant « L'état de barbarie est tombé, enfin. Je rends hommage au peuple syrien. » C'est maintenant qu'il prétend qu'il pense au peuple syrien. Bref, je lis. « Je rends hommage au peuple syrien, à son courage, sa patience. Dans ces moments d'incertitude, je forme pour lui des vœux de paix, de liberté et d'unité. La France restera engagée pour la sécurité de tous au Moyen-Orient. » Faut que je me concentre parfois pour ne pas hurler devant cette manière de parler. Parce que... Bref. Le truc, c'est que pendant qu'il fait ces mots d'hypocrisie là, comme s'il ne sait pas ce qui se passe, il doit se souvenir que le nouveau dirigeant des rebelles syriens, le Al-Jolani là, est un ancien membre d'Al-Qaïda
qui est une organisation islamiste prônant le djihadisme salafiste, le pan-islamisme dont tout le monde doit être lié à l'islam, et l'anti-occidentalisme. Sur 20 minutes, on peut lire la guerre civile en Syrie. Qui est Abdou Mohamed Al-Jolani, le chef du HTS qui a fait chuter Bachar al-Assad. Passé par Al-Qaïda et contre l'idée de perpétrer des attentats en Occident. Les gars écrivent passé par Al-Qaïda et contre l'idée de perpétrer des attentats en Occident. Voilà. Mais ça va. Ça le dédouane. Il est passé par Al-Qaïda, oui, c'est vrai. Mais il a dit qu'il était contre l'idée de faire des attentats en Occident, donc. Ça va, c'est un ami de l'Occident. Abdou Mohamed Al-Jolani reste un personnage à part et dans les mouvements islamistes. Le leader du groupe Hayat Tahrir al-Sham. Voilà. Il vient donc de mener une coalition de rebelles à Damas. Parce qu'on quitte d'un terreau, parce qu'il était à Al-Qaïda. Il était à Al-Qaïda. Maintenant, comme c'était un gars d'Al-Qaïda, et on dit qu'il dit, je ne sais même pas s'il le dit vraiment, on dit qu'il est contre les attentats perpétrés en Occident. Vous imaginez leur niveau de folie. Envisagez un seul instant que ce ne soit pas un gars qui travaille pour les intérêts des Occidentaux et qui a un jour marché même, il a même un jour salué quelqu'un d'Al-Qaïda comme ça en passant dans la rue sans même savoir qui c'était. On va mettre les photos disant est-ce qu'il est impliqué dans les attentats et j'en passe. Vont surjouer l'information. Mais là, un gars qui a été membre d'Al-Qaïda, membre, on dit voilà, c'est un rebelle, il fait partie des forces d'opposition. C'est jusqu'à ce niveau que ça va. Et quitte de terreau à opposant. Ce que je retiens, c'est simplement que si actuellement Macron n'a pas peur, c'est simplement parce qu'il sait que le gars travaille pour l'Occident, c'est tout. Et il travaille particulièrement avec la CIA. C'est tout, c'est aussi simple que ça. C'est pour ça que Macron n'a pas peur, il ne panique pas. Il fait des messages bateaux écrits, je ne sais pas quoi, par Copilot. L'ouverture d'un nouveau front par Washington, Ankara, Tel Aviv et Kiev contre l'axe Russie-Syrie-Iran se fait au détriment de l'Europe. Et c'est ce que le gars ne comprend pas. C'est ce que les gars là ne comprennent pas. C'est pour ça que je trouve toujours que dans toutes ces histoires, l'Europe c'est le dindon de la farce. Depuis 2011, tous les acteurs que je viens de citer là s'appuient sur des groupes islamistes pour pouvoir provoquer des changements de régime en Syrie. L'Europe n'est pas un continent. L'Europe n'est pas séparée de l'Asie. Ils ont tellement eu l'habitude de se faire appeler continent qu'ils pensent qu'ils sont vraiment un continent. L'Europe n'est pas un continent. C'est pas un continent. C'est-à-dire, pour les États-Unis, cette offensive djihadiste, c'est plusieurs objectifs stratégiques. Elle vise à ouvrir de nouveaux fronts contre la Russie dans le but de ralentir l'échec militaire en Ukraine, tout en augmentant la pression sur l'Iran et en exacerbant des tensions avec les alliés de Moscou globalement. Mais qu'est-ce que ça crée? Du désordre. Et où est-ce que ce désordre va se déferler? En Europe. Point. Ça veut dire que même l'Europe est touchée par les stratégies des États-Unis. L'Europe n'est pas épargnée dans tout ça. Les États-Unis veulent aussi affaiblir l'Europe quand ils font ce genre de choses. Et maintenant, le clou du spectacle. Parce qu'il faut qu'on comprenne que ces manœuvres cherchent aussi à contrecarrer les tentatives de Donald Trump pour apaiser les conflits régionaux. On doit aussi comprendre ça, on doit aussi intégrer ça dans notre réflexion. Vous vous rendez compte que c'est à quelques jours à peine du départ de Biden que la CIA arrive à faire ce genre de coup. C'est un casse terrible. L'État profond américain a fait un casse terrible. Les sanctions économiques, l'occupation du territoire syrien aux côtés des Kurdes et la base militaire d'Al-Tanf au sud ont fragilisé le pays et bam, voilà ce que ça a donné. Et en parallèle, la Turquie exploite la situation pour étendre son influence, notamment en occupant une bande frontalière syrienne et en menant des opérations contre les Kurdes. Et Israël, quant à lui, multiplie les frappes aériennes en Syrie, visant à déstabiliser à la fois le gouvernement Assad et le Hezbollah. Ça veut dire que le gars est tiraillé de partout. Le pays est actuellement tiraillé de partout. Les multiples crises actuelles dans le monde, c'est-à-dire en Ukraine, en Jordanie, là où il y a eu tentative de coup d'État, à Gaza avec l'épuration ethnique faite par Israël, au Liban avec l'offensive de Tachal et désormais en Syrie, tout ça reflète une lutte pour la réorganisation de l'ordre géopolitique mondial. Ordre qui va mettre fin à une ère unipolaire dominée par les États-Unis. Et on l'avait dit, on l'avait prévenu. Sur la fin, l'animal mourant est le plus violent. Les États-Unis, dans leur stratégie d'encerclement de la Russie, cherchent à provoquer une dispersion des ressources de Moscou. En gros, ils veulent contraindre la Russie à affronter des menaces sur plusieurs fronts.
Et comme les ressources seront divisées, départagées, disloquées, ça va faire en sorte qu'ils ne seront pas renforcés dans un endroit précis et pourront trouver donc un passage d'entrée. Le soutien historique de la CIA aux djihadistes afghans ou encore aux néo-nazis bandéristes pendant la guerre froide déjà, ainsi que sa stratégie de tension soupçonnée, on dit soupçonnée, qui a orchestré des attentats en Europe pour alimenter la peur du communisme se confirme encore jusqu'à présent. Et quand vous lisez cet article, vous le comprenez. L'article intitulé « Ukraine, : le mandataire de la CIA âgé de 75 ans ». On te fait comprendre que l'Ukraine œuvre depuis des années déjà dans cette optique. En regardant en arrière, les États-Unis sous Truman ont commencé à transformer leurs ennemis, qui étaient l'Allemagne et le Japon, en amis, et l'importante alliance avec l'URSS en temps de guerre en ennemis. Donc les États-Unis ont transformé ses anciens ennemis en amis et ses anciens amis en ennemis. La CIA, créée en 1947, a été le principal instrument clandestin de cette politique, travaillant en étroite collaboration avec l'organisation néo-nazie des nationalistes ukrainiens pour mener des actions de sabotage, de division et de déstabilisation de l'État soviétique. Je répète, ça ne date pas maintenant. L'histoire nous le prouve. Étudions l'histoire. À partir de l'histoire, on comprend énormément de choses qui se passent aujourd'hui. Et maintenant, plus récemment, qu'est-ce que nous avons? Washington et Londres qui ont soutenu des mouvements islamistes lors du changement du régime en ex-Yougoslavie, en Iran, en Libye et en Syrie. Depuis 2014, des extrémistes ukrainiens se revendiquant de Stepan Bandera ainsi que des mercenaires néo, vous savez quoi, ont été utilisés pour atteindre des objectifs géopolitiques en Ukraine. Des alliances entre Washington, Tel Aviv, Ankara et Kiev illustrent leur soutien actif au groupe terreau pour des raisons géopolitiques. Ils l'ont toujours fait. Ça ne date pas de maintenant. C'est du terrorisme d'État pur. Et un régime islamiste à Damas pourrait provoquer une nouvelle crise migratoire et accroître les risques d'attentats en Europe. D'ailleurs, ça fait à peine quelques heures, mais la Belgique, le Danemark, l'Allemagne et l'Autriche ont déjà suspendu les demandes de traitement d'asile de Syriens, n'est-ce pas? Mais rien ne va empêcher les gens qui veulent vivre de fuir et de déferler dans vos pays. Quand on crée le désordre, on l'assume. L'Occident a trop l'habitude de fuir le désordre qu'il crée lui-même, mais de profiter des bénéfices de ce désordre-là et accuser les autres. C'est-à-dire, ils vous accusent de ce qu'eux ils font. Ils vous accusent de ce qu'eux ils sont. Je répète, l'Europe n'est pas un continent. En marchant, les gens arrivent là-bas, à pied. Et les risques augmentent avec l'afflux d'armes et de combattants. Les armes qui viennent d'Ukraine et des combattants qui viennent de partout. Le renseignement européen se prépare déjà à d'éventuelles menaces, notamment la contrebande d'armes et la présence d'ex-militaires entraînés qui peuvent former des gens. Voici même déjà la France qui dit avoir récemment déjoué un projet d'attentat islamiste, non? Rappelons la persistance de la menace et le fait que ça puisse potentiellement augmenter après ces événements. Vous pouvez lire là, Poitiers comme cible potentielle, ce que l'on sait du projet d'attentat islamiste déjoué. Et la ville de Poitiers choisie comme cible potentielle a une charge symbolique, à ce qu'il paraît. Apparemment, ce serait le lieu où Charles Martel aurait repoussé des troupes arabes au 8e siècle. Un événement qui résonne avec l'idéologie salafiste désormais dominante à Damas. Et il y a aussi cet autre article qui dit qu'en 5 ans, 43 attentats ont été déjoués en France. C'est Gérald Darmanin qui le dit. Alors vous pouvez lire, Gérald Darmanin annonce que 43 attentats ont été déjoués en 5 ans en France. Alors, je ne sais pas si c'est vrai. Il peut volontairement gonfler ces chiffres pour faire croire qu'il travaille ou encore pour alimenter une certaine tension, on le sait. Tout ça est souvent instrumentalisé. Mais ce que ça montre, c'est que les tentatives se multiplient en fait. C'est ça qu'on doit comprendre. Les tentatives se multiplient. Et à un moment donné, ça va marcher. À force de tester, à un moment donné, ça va marcher. Créer le désordre chez les autres entraîne les conséquences chez soi. Déjà, vous voyez même qu'entre l'article d'avant et celui-ci, on a déjà une alerte info là en rouge. Alerte info, la France envisage de suspendre des dossiers d'asile en cours provenant de la Syrie. Voici ça qui est écrit. La France envisage de suspendre des dossiers d'asile en cours provenant de la Syrie. Parce que le désordre finit toujours par arriver chez soi. Et personne ne va empêcher les Syriens d'entrer massivement en Europe. Personne. Voilà donc, je me suis renseigné sur ce qui se passe en Syrie et je vous ai exposé la situation, je vous ai donné mon avis. J'attends également votre avis et vos analyses en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo.